C'est le cousin germain de la toute nouvelle Peugeot 3008 Hybrid 4. On essaye, Driss, aujourd'hui le nouveau SUV Opel, le Grandland X Hybrid 4. Exactement, le premier véhicule hybride d'Opel et le premier SUV compact allemand hybride. C'est vrai que c'est une position intéressante, ça. J'avais pas réfléchi quand on a répondu favorablement à cette proposition d'essai, mais c'est vrai que c'est le premier SUV compact allemand hybride. Comment tu la trouves? Parce que c'est intéressant quand même, cette position de premier. T'as pas dû en essayer beaucoup d'ailleurs des SUV hybrides, hein? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture, j'ai pu la tester longuement cet été en version thermique. Première chose, c'est que ça se confirme avec cette version hybride qui est identique, hein. C'est un véhicule très confortable. Moi je le trouve pas trop gros, ça va. Extrêmement confortable, et quelque chose qui m'avait marqué et qui se confirme encore ici, c'est le silence à l'utilisation. C'est juste hallucinant, hein. Il n'y a pas un bruit à la. Alors si tu veux, on peut effectivement commencer à comparer par la comparaison par la version thermique. Moi je trouve plus confortable cette version hybride parce que la suspension est plus souple. Le modèle thermique, je le trouvais un petit peu raide en termes de suspension, et ça, alors c'était surtout vrai aux places arrière. Évidemment, quand on conduit, on essaye surtout les places avant, mais voilà, on m'a fait pas mal de remarques sur la dureté des suspensions à l'arrière, mais celui-ci est plus souple et ça se sent dès les places avant, donc ça c'est effectivement un bon point. Après je te rejoins sur le côté plutôt globalement confortable de la voiture. Pour un SUV, c'est une auto qui est assez agréable à conduire au quotidien. Voilà, c'est très souple, c'est très soft en fait. Voilà, alors justement en parlant des sensations de conduite, le poids supplémentaire dû à l'intégration des batteries, bon, faut dire, on a conduit là dans des conditions un peu particulières, il neigeait, donc forcément c'est pas on est un peu plus sur des œufs, qui t'incitent à. Ceci étant, pour avoir essayé une hybride aux États-Unis, pour le coup c'était une berline, où là vraiment je sentais le poids, notamment sur le train arrière. Là pour le coup je trouve que c'est très neutre et très agréable. Bon, par contre forcément l'autonomie ça va pas très loin, c'est environ 50, alors de mémoire les chiffres c'est 57 et 59 je crois, ouais, en fonction du 4 roues motrices ou 2 roues motrices qui sera disponible au printemps. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et donc voilà, bon, une autonomie qui forcément là on se fait un road trip, c'est pas ce qui va vraiment nous aider. En revanche, pour les déplacements quotidiens, c'est suffisant, hein. Bon, elle est annoncée autour de 50 km. Dans les faits, c'est moins. Et je trouve même que c'est un peu trop moins. C'est-à-dire qu'on est plus autour de 35. Alors, certes, ça aidera en ville, hein, si on a des trajets quotidiens qui permettent de se passer du thermique sur 35 km. C'est très bien, mais moi je la trouve un petit peu décevante par rapport à certains concurrents, comme par exemple un Mitsubishi Outlander PHEV. Certes, c'est un plus gros véhicule, la batterie est un peu plus grosse, mais l'autonomie électrique elle est plutôt entre 50 et 60 km réels, et donc voilà, là je trouve qu'on est un petit peu contraint par cette autonomie électrique. En fait, il ne faut pas compter dessus. Maintenant, en mode thermique, parce que cette voiture finalement elle va beaucoup fonctionner aussi en mode thermique, elle est plutôt économe, et ça c'est bien, parce qu'on est quand même sur un moteur thermique de 200 chevaux, le 1,6 litre de Peugeot, hein, on le retrouvera sur la 3008 aussi, et si on cumule l'électrique et le thermique, on est sur 300 chevaux en mode sport. Donc on a un véhicule pour bon père de famille qui totalise quand même 300 chevaux, et ça c'est aussi un côté assez amusant, j'ai envie de dire, Driss, hein. Alors les 300 chevaux ça reste quand même sur le papier, hein, parce que tu les as pas à disposition 100% du temps. Non, c'est vraiment en mode sport et certains régimes. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour ça, tu as une voiture de 300 chevaux. Et 520 Nm de couple, hein, c'est pas mal. Ça clairement, hein, on s'en est rendu compte, tu as quand même du répondant, le moteur très agréable, encore une fois c'est silencieux, j'insiste lourdement là-dessus, mais franchement à conduire c'est tellement agréable. Et également il y a le côté environnemental, si je puis dire, le CO2 au niveau des émissions,
où là tu te retrouves à ne pas avoir à payer ce fameux super malus. On est autour de 35-37 grammes, j'ai plus le chiffre exact, mais bon, on est largement en dessous des 50 grammes. Donc ça permet également d'ailleurs de bénéficier de niveaux élevés de primes à la conversion, parce qu'il n'y a pas de bonus électrique sur ce genre de véhicule, mais on peut quand même avoir certaines primes dans certaines conditions. Également, je crois, des aides, en fonction des régions, des primes d'aide à l'installation de bornes de recharge chez soi, etc. Voilà, donc ça fait partie des petits avantages. Heureusement qu'ils sont là, parce qu'on en parlera tout à l'heure, la voiture est quand même pas donnée non plus. Pour ce qui est après maintenant, de la voiture en elle-même, de l'intérieur, et c'est une réflexion qu'on se faisait déjà sur l'Opel Corsa par rapport à la 208. Le Grandland X, c'est pas un 3008 et l'intérieur n'a strictement rien à voir. Il n'y a pas de pièce commune à part le sélecteur de vitesse et le sélecteur de mode de conduite. Tout est différent, même le design de l'écran multimédia est différent. Alors les fonctions sont les mêmes, mais le design est différent. Et enfin, on a une instrumentation analogique sur le Grandland X. Alors il est disponible en numérique, mais une instrumentation analogique qui est plutôt bien faite, très lisible, ce qui n'est pas toujours le cas sur ces véhicules hybrides électriques. Donc là où Peugeot a une très belle instrumentation numérique, Opel, je trouve, a une instrumentation analogique qui est plutôt claire, qui permet vraiment de lire l'information essentielle tout de suite, à savoir l'autonomie électrique, le niveau de charge, etc. Bon, il y a une chose qui me perturbe un petit peu, c'est l'icône avec les lumières qui passent au bleu quand tu es en récupération d'énergie. Je trouve que ça attire le regard. Bon, t'es sur l'indicateur de flux électrique, effectivement tu peux changer évidemment l'indication sur l'écran pour avoir tout à fait autre chose, un économètre classique, la vitesse à respecter, la navigation, enfin voilà, là-dessus heureusement tu peux le changer, mais si les couleurs t'attirent trop l'œil, c'est modifiable. Après, c'est vrai que je trouve qu'en termes d'ergonomie, c'est très bien pensé. Il n'y a pas trop de boutons, donc c'est pas compliqué, hein. Ouais. Franchement, à prendre en main. T'es pas en train de te demander, tiens, tel bouton, à quoi ça sert, comment je fais ceci, comment je fais cela. Pour le coup, moi, quand je l'avais essayé en été, ce véhicule, je l'avais en boîte méca. Là, on a une boîte automatique. Je la trouve très bien agencée également, la boîte. Elle est très douce. Le régulateur de vitesse adaptatif avec la sélection de la distance, tout ça qui se contrôle super facilement au volant. Franchement là, on est bien. Voilà. Alors maintenant, c'est pas une voiture qui est sans défaut non plus. Elle a à peu près les mêmes qualités, les mêmes défauts que le Peugeot 3008. D'abord, l'autonomie électrique, on en a parlé, elle est plutôt un peu trop limitée à mon goût. Le mode de récupération d'énergie, je le trouve totalement inefficace. C'est-à-dire qu'une fois que... on l'a vérifié, on a eu une longue descente en montagne où l'indicateur d'autonomie électrique est resté sur le même chiffre, alors que la descente fait facilement 5-6 km. On n'a strictement rien récupéré, en tout cas au niveau de l'indicateur. Forcément, il y a un peu d'électricité qui revient dans les batteries, mais si elle est tout de suite consommée, on gagne effectivement rien en autonomie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui... Pour en venir là-dessus, pour faire un parallèle avec l'essai d'une 100% électrique, à savoir la Mercedes EQC, on s'était fait la remarque qu'effectivement en descente, on récupérait beaucoup. Très efficace. Donc là, on a joué le jeu, hein, en descente. Moi, je conduisais faisant en sorte d'utiliser énormément les phases de récupération d'énergie. Et effectivement, on se demande où est-ce qu'elle est passée, cette électricité. Ouais, et là, encore, un Mitsubishi Outlander PHEV récupère de façon phénoménale. Et on le voit sur l'indicateur instantanément, on le voit quasiment centaines de mètres par centaines de mètres. Là, il se passe rien. Et donc, c'est vraiment frustrant quand on a envie de faire de l'éco-conduite de ne pas savoir si réellement on récupère quelque chose, si réellement le mode de conduite qu'on adopte est efficace. Alors, puisqu'on est sur deux SUV plug-in hybrides du même groupe, un PSA, le 3008 et le Grandland X, comparaison s'impose quand même. Alors évidemment on va la faire soft parce qu'on n'a pas les deux voitures sous la main, mais globalement moi je trouve cet Opel plus cohérent, plus homogène et donc plus plaisant à conduire pour des tas de raisons. Même la boîte EAT8, alors ici elle s'appelle iEAT8 parce qu'elle a été électrifiée, c'est plus tout à fait la même que le EAT8 qu'on a sur une Peugeot classique.
Même la boîte est mieux gérée sur le Grand Landix et il n'y a pas ces effets de patinage qu'on a pu remarquer sur le 3008. L'insonorisation de cette voiture est plus réussie, à mon sens sur l'Opel. Et puis qu'est-ce que j'avais noté d'autre dans les qualités, il y avait les fameuses palettes au volant qui sont solidaires du volant sur l'Opel et qui ne le sont pas chez Peugeot, ce que je trouve dommage parce que ça trouble un petit peu l'ergonomie de la voiture s'agissant de la Peugeot. Et donc à la fin, puisqu'on parlait tout à l'heure du prix, là aussi il y a un très très net avantage Opel. D'abord la gamme Opel hybride, plug-in hybride sur le Grand Landix est assez large puisque quasiment tous les niveaux de finition sont disponibles, alors que chez Peugeot on est limité dans la version 4 roues motrices à un seul niveau haut de gamme et dans la version 2 roues motrices à 2 niveaux. Donc ça fait des écarts de prix qui sont vraiment phénoménaux pour une voiture aux prestations finalement identiques en dehors de broutilles d'équipement. Donc on démarre sur l'Opel à 40, cette version Hybrid 4 à 41, 42 je crois. Alors ça c'est pour la version 2 roues motrices. La version 4 roues motrices démarre autour de 48 000 €, là où Peugeot est à 52 000. Donc il y a quand même un écart phénoménal. Il faudra ajuster avec les équipements, mais c'est compliqué de justifier 4 000 € sur un SUV compact, qui plus est qui ne se veut pas premium. Voilà, donc très honnêtement, moi si on me demandait est-ce que tu l'achètes, tu l'achètes? Alors j'achète plus volontiers ce Grand Landix que le Peugeot 3008, qui reste une bonne voiture mais que je trouve trop cher et un petit peu décevante dans sa partie électrique.